Bonjour, nous allons parler dans cette série de vidéos de la physiopathologie de la dénutrition. Je commence tout de suite par un enjeu qui est très important, qui est l'adaptation au jeûne. Pourquoi on doit s'adapter au jeûne? En fait, nous avons des apports énergétiques 3 fois par jour, à peu près, au moment des repas, alors que la dépense énergétique, elle, est 24 heures sur 24, puisque toute une série d'organes ne s'arrêtent pas de fonctionner entre les repas, heureusement. Alors, un patient à l'hôpital, qu'est-ce que c'est? C'est un malade qui est à la fois à jeun, en tout cas déjà le jeûne minimal qui est le jeûne entre les repas et le jeûne nocturne, mais également assez souvent, il ne peut pas s'alimenter ou on le met à jeun pour des examens. Et ce malade, en plus, subit une agression, qu'on appelle aussi un stress, qui peut être une chirurgie, une infection, une inflammation, un cancer, toutes sortes de choses qui vont générer la sécrétion d'hormones du stress qui vont profondément modifier le métabolisme. Les apports énergétiques, ce qu'on mange au moment des repas, ça va être constitué essentiellement de glucides, comme source d'énergie principale, de protéines et de lipides, dans une proportion là, que je vous ai indiquée ici. Alors ces nutriments qu'on a 3 fois par jour environ, à notre dépense énergétique du moment, mais également à être stockés pour pouvoir être réutilisés plus tard. Alors là, vous voyez tout de suite que notre capacité de stockage n'est pas du tout conforme à ce qu'on ingère, puisque notre principal stock en nutriments, c'est du tissu adipeux, donc c'est du lipide, alors que notre substrat énergétique principal dans notre ingestion, c'est du glucose, et que finalement notre capacité de stockage en nutriments des glucides, elle est très faible, puisqu'on stocke le glucose sous forme de glycogène, ce qui représente très peu dans l'organisme, moins de 1000 calories dans l'organisme, c'est-à-dire essentiellement du glycogène qui est soit dans les muscles, soit dans le foie. Alors il va y avoir un enjeu très important au niveau du glucose, puisque vous voyez, on en mange pas mal, on le stocke très peu, et pourtant on a des organes qui sont totalement dépendants du glucose, qui sont le cerveau, parce que le cerveau, il serait capable d'utiliser les acides gras s'il les recevait, mais les acides gras ne franchissent pas la barrière hémato-méningée, et donc en pratique le cerveau est en difficulté pour utiliser les acides gras, en tout cas sous leur forme initiale d'acides gras. Et d'autre part, un autre organe, entre guillemets, qui va être sensible et complètement dépendant au glucose, c'est tous les tissus agressés. Un tissu cicatriciel, infecté, inflammatoire, va être assez peu capable d'utiliser les acides gras parce que dans tous ces tissus, il y a peu de vascularisation et donc peu d'oxygène. Et vous savez que le glucose est la seule façon de faire de l'ATP sans oxygène, et donc tous les tissus agressés vont être très dépendants de l'utilisation du glucose. Alors, nous allons voir maintenant comment ça se passe le métabolisme entre l'individu nourri et comment il va s'adapter au jeûne. Quelques définitions que vous retrouverez un peu partout. On définit que la période postprandiale, c'est la période entre 0 et 8 heures après le repas. C'est en fait c'est une période où on est en état qu'on peut dire nourri, c'est-à-dire qu'il y a eu des substrats énergétiques qui sont arrivés avec le repas qui sont en cours de stockage. Après, nous avons la période post-absorptive, qui veut dire en fait après l'absorption intestinale. C'est aux alentours de 8 à 16 heures de jeûne. C'est essentiellement le jeûne nocturne, donc le matin à jeun, on est dans une période post-absorptive. Et puis enfin, on va définir un jeûne prolongé quand c'est plus de 16 heures de jeûne. Donc un jeûne inhabituel qui normalement ne survient pas en situation physiologique. Comment ça se passe le métabolisme? Donc vous prenez un repas, et il va y avoir un effet de premier passage hépatique. Vous savez que le tube digestif est vascularisé par la veine mésentérique supérieure qui va se jeter dans la veine porte qui arrive au foie. Et le foie est un organe métabolique assez central
qui va un peu redistribuer les nutriments. Donc certains des acides aminés éventuellement toxiques pour l'organisme vont être dégradés dans la synthèse d'urée, et d'autres acides aminés vont être redistribués vers le muscle. Les acides gras, une partie vont être stockés dans le foie, mais la grande majorité va être exportée sous forme de triglycérides dans le tissu adipeux. Et enfin, le glucose va aller un petit peu partout, mais en priorité aux organes glucodépendants, donc le cerveau et les tissus agressés. Mais dès qu'on est en excès de glucose, on va en mettre un petit peu partout. Et donc, par exemple, par la voie de la lipogénèse, on va fabriquer des acides gras à partir du glucose pour le stocker. Alors, le glucose en excès va également être stocké sous forme de glycogène dans le foie. Tout ceci, toutes ces phases métaboliques se font sous le contrôle de l'insuline. C'est l'insuline qui est l'hormone essentielle de l'anabolisme. Les stocks en glycogène, tant qu'ils sont suffisants, au moment où on se retrouve en phase de jeûne court, donc en phase post-absorptive, vont être utilisés, donc les stocks de glycogène hépatique, vont être utilisés par le cerveau et les organes glucodépendants, donc entre autres les tissus agressés. Le muscle, qui pourtant est plein de glycogène, ne peut pas donner son glycogène au cerveau, car il n'a pas la dernière enzyme de la gluconéogénèse, la glucose 6-phosphatase, et donc en fait il n'est pas capable d'exporter son glucose. Le muscle n'utilise le glycogène que en local dans le muscle. Le tissu adipeux ne peut pas non plus produire de substrat pour le cerveau, puisque, on l'a dit tout à l'heure, les acides gras ne passent pas la barrière hématoménagée, et les acides gras ne peuvent pas se transformer en glucose. L'être humain n'a pas la voie métabolique qui permettrait de transformer du tissu adipeux en glucose. Donc finalement, à un moment, une fois qu'on a utilisé tous ces stocks en glycogène du foie, la seule autre façon de continuer à produire du glucose pour le cerveau, ce qui est indispensable, puisque je vous rappelle, dès que la glycémie baisse, on va se retrouver avec des troubles de la conscience. Donc on va être obligé de faire de la néoglucogénèse. Et la néoglucogénèse va se faire à partir des acides aminés musculaires. Donc en fin de nuit, ou si on tarde un peu à prendre son petit déjeuner, on va se mettre à utiliser ces acides aminés musculaires pour faire de la néoglucogénèse, pour produire un substrat énergétique glucidique au cerveau. Donc c'est un petit peu du gâchis, puisqu'on va transformer de la viande en sucre. Le tissu adipeux, même si on est en obésité, n'est absolument incapable de faire de la néoglucogénèse. Il va juste par contre donner des acides gras au muscle qui va lui permettre d'avoir de l'ATP en local dans le muscle. Alors vous voyez que le gros problème du jeûne court, ça va être que la néoglucogénèse à partir des acides aminés, déjà ça a un coût énergétique, c'est une voie métabolique qui consomme 6 ATP pour une molécule de glucose formée. Et surtout, ça entraîne une fonte musculaire, donc une baisse des réserves protéiques. Et ça va avoir un impact pronostic. Le fait de perdre du muscle va être pénalisant sur le plan du pronostic, puisque là, vous avez un modèle de gréviste de la faim. Et vous voyez que quand on perd environ 10% de son poids de forme, il y a déjà une diminution de l'immunité cellulaire, donc une diminution de la résistance aux infections. Et le décès survient aux alentours de 40% de perte de poids. Alors, ces réserves en glycogène, combien de temps elles tiennent ? Chez le sujet sain, on va les épuiser en 12 à 18 heures. Donc c'est pour ça qu'on peut tenir un jeûne nocturne, même pousser un peu pendant la grasse matinée, mais pas beaucoup plus loin. Par contre, chez le sujet agressé, l'agression, l'inflammation, toutes les hormones du stress vont entraîner une résistance à l'insuline qui va faire qu'on stocke moins de glycogène au moment du dîner. Donc, les réserves en glycogène
vont être épuisés en 6 à 8 heures chez un patient insulino-résistant agressé. Conclusion, en deuxième partie de la nuit, il va avoir épuisé ses réserves en glycogène et il va être obligé de lancer sa néoglucogénèse et donc il va perdre sa masse musculaire pour pouvoir continuer à utiliser du glucose pour son cerveau. On appelle ce phénomène chez le sujet agressé un métabolisme de jeûne accéléré, c'est-à-dire qu'il se retrouve en situation de jeûne beaucoup plus tôt qu'un sujet sain. Pour contrer cela, il a été proposé de donner une collation nocturne aux patients chroniques agressés et on a observé que de leur décaler leur dîner à 22 heures permettait à apport calorique égal par rapport à ceux qui n'étaient pas décalés de préserver leur masse musculaire. Voilà, donc nous verrons dans une autre vidéo comment on s'adapte à un jeûne prolongé. Merci.